Allez, mesdames, messieurs, on va peut-être reprendre pour cette dernière session, si vous voulez bien. N'hésitez pas à prendre place là-haut. Alors, l'idée de cette dernière session, de cet objectif, est d'essayer de réagir un peu sur tout ce qui a été évoqué pendant la journée, et en particulier dans la dernière partie, là, afin de voir comment progresser et quels objectifs assigner à ce réseau qui se constitue, dont le nom prédestiné en termes initial est métrique, la métrologie et la qualité pour l'enseignement supérieur et la recherche, voir ces aspects-là au Maroc, et regarder un peu comment les réactions des uns et des autres peuvent s'articuler avec les propositions qui ont été dégagées. Autour de moi, sur l'estrade, des personnalités françaises et marocaines, je devrais dire marocaines et françaises, peut-être même certains ont la double casquette, et ce qui nous permet d'essayer d'avancer dans ce qui a été proposé. Bien entendu, toute personne dans la salle qui souhaite intervenir n'hésite pas à faire des grands gestes et nous lui donnerons la parole sans aucun souci au cours de ces échanges et de ce débat. Alors, un manque souligné par M. Charqui dans son exposé, très largement, sur la compétence métrologie, semble-t-il. On est sur cet aspect-là, à la fois dans la garantie des résultats et des activités de recherche, bien que ceux-ci soient de façon non ambiguë publiés et publiables, donc validés par l'ensemble de la communauté, mais aussi sur la méthodologie dans le développement de la qualité de ces enregistrements, tel que ça a été évoqué. D'autres ont pu montrer combien il était important de mettre en place des formations structurées et de l'acclimatation à ces processus qualité. Je bavardais avec ma voisine tout à l'heure dans la salle qui me disait l'importance des systèmes de management intégrés qui dépassaient la simple qualité pour aller vers la maîtrise de l'environnement, la responsabilité sociétale des organisations et finalement le développement durable, tous ces aspects. Voilà, qui veut commencer à échanger, à réagir là-dessus? Vous avez des micros devant vous, n'hésitez pas. Je vous sens parfaitement prêt à vous lancer. Allez, Monsieur Charqui. Ah, oui, on regarde ce qui se passe aussi à l'extérieur. Il n'y a pas mieux, effectivement, d'utiliser ce retour d'expérience, d'utiliser la capitalisation en fait, des informations issus des différents organismes d'évaluation donc à l'étranger, donc que ce soit au Canada, en France, en Belgique, en Suisse. Donc il y a des choses qui ont été réalisées, qui ont bien avancé, et donc il faut utiliser à tout prix les expériences acquises. Et donc je parlais, j'ai fait une présentation sur les activités de recherche, donc je souligne aussi qu'il y a aussi des documents normatifs qui sont apparus. Donc vous pouvez les télécharger ou les payer au fait, auprès de l'AFNOR par exemple. Je sens effectivement faire du marketing ou de l'IMANOR. Donc il faut regarder aussi au niveau de l'IMANOR ce qui se passe par rapport aux activités de recherche. Mais quoi qu'il en soit, il faut que les chercheurs, c'est un petit peu mon message que j'ai transmis tout à l'heure, se prennent eux-mêmes entre les mains et se parlent, échangent un maximum. Et à chaque fois en fait, que j'échange avec un chercheur, oui, ils me disent « Abderrafid, tu as raison, il y a un souci au niveau de la qualité des données en fait, qui sont utilisées dans le domaine de la recherche. » Et on voit certaines situations un petit peu, je dirais, finalement catastrophiques, quand on regarde une chercheuse qui a eu un prix au fait, donc un organisme qui a reconnu ses recherches, et qu'on s'aperçoit finalement que quand on regarde de près, ces résultats de recherche sont erronés. Ils sont erronés, et donc il va falloir faire attention à ce type de conséquences. Et moi, en tant qu'éditeur en chef d'un journal international, quand je regarde certaines aussi propositions de publication, on voit que finalement il y a des chercheurs qui ne se posent pas la question sur la fiabilité des résultats qui sont publiés. Et donc se poser la question, et c'est ce qu'on demande à un doctorant, c'est
qu'est-ce qui a été fait dans ce domaine-là. Faire une bonne étude bibliographique, c'est aussi travailler sur les résultats qui ont été élaborés, faire une espèce de raccordement par rapport donc à une référence, regarder les bonnes publications. Et c'est quoi une bonne publication derrière? C'est quoi? C'est une comparaison de résultats. Donc dans les laboratoires accrédités, on parle effectivement de validation de méthode, donc voir si la méthode qui a été développée en recherche a été validée par ne serait-ce qu'une comparaison, regarder s'il y a eu une reproductibilité des résultats, ne serait-ce que des caractéristiques tout simples, tout bêtes, répétabilité, reproductibilité. Donc les chercheurs oublient au fait ce type de caractéristiques statistiques. Donc développer finalement un peu de la formation professionnelle du chercheur autour de ces thèmes de la métrologie. Oui. Et commencer, si j'ai bien compris, par garantir l'avenir en s'adressant aux plus jeunes, c'est-à-dire les doctorants. On est sur les écoles doctorales, là. Tout à fait. Et sur l'exemplarité des aînés au travers de ce qu'ils démontrent et ce qu'ils montrent dans les écoles doctorales. Tout à fait. Est-ce qu'on est sur une forme de consensus là-dessus que l'un des points d'action pour la recherche à agir, c'est au niveau de l'école doctorale qu'il faut commencer? Oui, je crois qu'on peut aller sur cette voie-là. Même avant, je crois. Allez, allez-y, oui. Oui, moi je partage tout à fait votre analyse, mais je descends un peu dans la formation et c'est nécessaire d'intervenir au niveau des masters. Jusqu'à maintenant, lors de l'accréditation des masters, on va vers l'introduction de quelques notions sur la qualité, sur la métrologie, mais de plus en plus, il y a un vide au niveau des physiciens, par exemple. On regarde plus la grandeur, mais pas l'erreur. Et donc, on a tendance à oublier que lorsqu'on mesure une grandeur, on oublie le côté erreur, et ça, c'est énormément grave en sciences, mais aussi en qualité de vie, en publication, vous avez mentionné cela. Et justement, il n'y a pas simplement le côté publication, mais au niveau de la formation, il faut sensibiliser les étudiants à tenir compte de ce côté-là, de cette dimension. Chacun, quand on l'en prie, avoue que les chemins de la précision sont malaisés et que l'exécution de bonnes mesures demande volonté, habileté, patience. Mais bien peu prennent le temps d'apprendre ce qu'ils ont eux-mêmes jugé difficile et nécessaire. Vous l'avez compris, c'est une citation, sinon je n'aurais pas pris ce ton. Il s'agit d'une citation de Georges-Albert Boutry, qui est le fondateur du laboratoire d'électronique Philips en France, et qui a écrit cela à peu près au tournant des années 30, un petit peu après l'entre-deux-guerres, non, un petit peu plus tard, au tournant des années 40. Je crois que ça reste d'actualité en fonction de ce que vous avez évoqué. Donc une action sur le master de sensibilisation, mais la vraie pratique, elle est dans l'école doctorale, elle est au moment de la thèse, pour les futurs éventuels chercheurs, encore que la thèse serve à bien d'autres choses. Ok. J'ajoute à ce que j'ai dit par rapport à mes propos. Effectivement, il y a un besoin de former les jeunes doctorants, etc. Mais il faut que les organismes d'évaluation jouent un rôle dans cela. Madame Bellazi. Merci, M. Humbert. D'abord, je dis à tout le monde bonjour. Je suis Naïma Benazi, professeure à l'Université Mohamed I Oujda, ancienne directrice de l'École supérieure de technologie. Et justement, en parlant de technologie, là, j'évoque que la métrologie devrait être enseignée dès les premières années après le bac, au niveau des DUT. Parce qu'on voit ces jeunes lauréats qui intègrent après les entreprises qui auront à manipuler des appareils, tout ça, qui n'ont aucune notion, même pas le vocabulaire de métrologie qui a été bien exposé hier par M. Cherkil. Là, j'aimerais bien que ce soit un module, je dirais, transversal, qui soit enseigné à toutes les filières de vocation professionnelle en génie appliqué précisément. Mais est-ce qu'à vouloir enseigner un large spectre les aspects liés à la mesure, on ne va pas se retrouver à banaliser et à rendre un petit peu non opérationnel sur des principes qui sont des principes généraux, ce type de formation? Ça a été essayé, ça, même de faire ça au lycée, les unités, les erreurs, tout ça. Ça n'a jamais marché.
Si? Je provoque un peu, hein, je provoque. Parce qu'a priori, certains DUT, ils font ça déjà, mesure physique, ils ont à leur programme tous ces aspects-là, unité, Oui, ceci, erreur, incertitude. Je sais, en mesure physique, ils le font. J'ai enseigné d'ailleurs dans un UT français en mesure physique. Mais je pas les voudrais bien autres. que ça soit fait aussi en génie électrique, en mécanique, dans toutes les filières. Par exemple, nous, à l'EST, dans notre programme, il n'y a pas ces notions-là. Moi, leur enseignant la physique appliquée, j'essaie toujours d'introduire les grandeurs physiques, un peu de métrologie à leur niveau, qu'ils puissent bien le maîtriser, mais c'est très très important de les sensibiliser à tout ça. Donc, mon cher collègue, vous vouliez des pistes d'action pour ce réseau, eh bien, promouvoir la formation à la métrologie en termes d'acclimatation dès les premières années d'enseignement supérieur, en termes de pratiques réelles au niveau des doctorats et des écoles doctorales, par l'exemplarité des maîtres. Ce qui veut dire qu'eux-mêmes doivent se consacrer à ces aspects-là et donner la garantie finalement de pertinence de ce qu'ils ont obtenu. Parce que pour certains indicateurs quantitatifs, se tromper c'est pas mal, ça permet de publier un erratum, ça fait 2 publis au lieu d'une, c'est quand même pas mal au point de vue nombre de publications, cet aspect-là. Mais enfin bon, limitons cet aspect, pensons que les organismes d'évaluation vont au-delà. Si on parlait un petit peu qualité, organisation qualité, pour la recherche et l'enseignement supérieur, qui veut se lancer ? Je vais vous relater une conversation hier dans le taxi avec mes collègues métrologues qui insistaient sur le fait, l'ultime nécessité de toujours parler métrologie et qualité en même temps. Et jouant l'avocat du diable, je leur dis mais pourquoi ? Ah, parce que c'est important. Mais pourquoi donc ? Ah, mais ça... Bon, à force de creuser, il est vrai que lorsque qualité et métrologie se parlent, on devient meilleur. C'est-à-dire qu'en métrologie, on peut avoir de grands débats d'experts, et on en a eu de très bons aujourd'hui. Et quand la qualité se mêle d'organiser la métrologie, la qualité, elle va se mêler aussi des moyens, du retour sur investissement, etc. Et parfois de ramener au possible, en fait, le champ infini du nombre de zéros derrière la virgule. Donc, en fait, la qualité fait atterrir tous les concepts de la métrologie. La qualité, bien sûr, croît dans le bien fondé de la métrologie. Il n'y a pas de qualité sans métrologie. Et dans l'autre sens, les métrologues nous apportent une vraie expertise et un vrai savoir-faire dans la détermination de ce qu'est un bon indicateur. Parce que dans les systèmes de management de la qualité, la grosse patouille au début, si je peux me permettre, ce sont les indicateurs. C'est souvent le sujet qui reste le caillou dans la chaussure de beaucoup de systèmes, et ce parfois pendant des années. Donc ce dialogue qualité-métrologie est absolument fondamental, et on a d'énormes richesses à retirer de ce dialogue. De même que, comme Abderrafi l'a évoqué tout à l'heure, de plus en plus le dialogue qualité-RSO, RSO et métrologie, parce que vous savez tous que sur les 17 objectifs du développement durable, on a des gros problèmes de mesure, bien entendu. Et donc, ce dialogue qualité, métrologie, RSO devient tout à fait fondamental dans nos sociétés. Je vais reprendre le micro, comme ça vous en prendrez d'autres, et je garderai le mien, il y en a un deuxième là-bas, si vous voulez. Des compléments sur cette complémentarité. Oui. Oui, merci. Je suis tout à fait d'accord avec les collègues. Et je voudrais placer un mot concernant cet apprentissage au niveau de la métrologie, surtout de la métrologie, au-delà des modules et des éléments de modules qui sont prévus dans les cycles préparatoires, au-delà des modules qui sont placés au niveau de quelques masters, etc. Je crois que le côté institutionnel est très important. Du moment où, lorsqu'on parle d'instauration de la qualité, de considérer la qualité, que ce soit en recherche ou en formation, on doit parler de l'implantation ou l'instauration d'un système de management. Et vous savez tous que
instaurer ou placer un système de management de la qualité au niveau d'un organisme ou plutôt d'une institution de formation-recherche, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe qui repose sur des moyens qui sont alloués par le top management. Et donc, une des voies qui serait praticable pour aller droit au but, c'est d'inciter nos institutions à regrouper tous les efforts qui sont faits au niveau de la métrologie, des laboratoires au niveau de l'institution, et aussi qu'il y ait un monsieur qualité avec une équipe qui pourra donc roder ces processus. La conférence internationale des doyens et directeurs des écoles, des établissements de formation en agriculture, je crois, si ma mémoire est bonne, il a déjà émis beaucoup de recommandations. On parle, chaque fois qu'on parle d'une école, d'un institut de formation en supérieur, on évoque la qualité. La qualité, on dit que la qualité de la formation elle est meilleure là que là, etc. Mais comment ça a été mesuré? Comment on peut le dire? Donc ça reste toujours subjectif parce que justement ce système de management de la qualité, de la mesure de la performance, etc., n'a pas été donc instauré. Merci. Alors là, vous soulignez, me semble-t-il, plusieurs choses. L'une des premières choses, et je voulais orienter une de mes questions là-dessus, c'est la différence entre ce que vous avez évoqué, la qualité de la formation, la qualité du produit, si vous voulez, et le système de management de la qualité. En aucun cas, un système de management de la qualité ne vous garantit que ce que vous faites est bien. Il vous donne des éléments pour apprécier la performance en termes d'efficacité et d'efficience par rapport aux moyens que vous y avez mis. Mais a priori, ces éléments vont être définis en rapport avec une définition d'objectifs stratégiques et une analyse des risques qui sont encourus dans la poursuite de ces objectifs stratégiques. Mais on pourrait très bien imaginer, et je pense d'ailleurs que c'est ce vers quoi il faudrait tendre, qu'on puisse avoir dans un laboratoire ou dans un établissement d'enseignement supérieur, peu importe, un système de management de la qualité particulièrement performant et qui traduit cet aspect d'efficacité et d'efficience, sans pour autant avoir des résultats de recherche ou de formation de tout premier plan. Ce sont des choses qui sont différentes, si vous voulez, et ça dépend des moyens qu'on y met. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Ce n'est pas quelque chose qui est lié au top du top des établissements, la qualité. C'est le fait de faire le mieux possible avec ce dont on dispose en fonction des objectifs qu'on s'est assignés. Et c'est ça qu'on va réussir à faire. Le deuxième point, et là vous l'avez là aussi très bien mis en exergue, c'est la dualité qu'il y a entre vouloir faire prendre en compte cette dimension par l'ensemble des personnes, l'ensemble des acteurs qui sont mobilisés autour de cet objectif commun, et puis ce que vous avez évoqué et qui semble attendre beaucoup du top management. Moi j'ai peur que si on attend beaucoup du top management, on attende longtemps. Et c'est l'un des éléments qui me semble limiter le recours aux institutions d'évaluation comme promoteurs du système, même si ceux-ci s'appuient sur tout un panel d'experts internes, le recours aux organismes qui sont les organismes d'accréditation, les ministères, les pouvoirs publics, on va appeler ça, comme source de développement, car eux ont tendance à s'intéresser beaucoup plus justement à la qualité des produits qu'à la qualité du système, à faire en sorte qu'on ait des éléments qui donnent les meilleures formations possibles, et pas forcément les formations qui permettent une insertion professionnelle à tous les niveaux la plus harmonieuse possible. Vous voyez, ces éléments-là doivent s'appuyer sur une définition d'objectifs clairs et effectivement d'évolution de moyens, mais de moyens que peut-être il ne faut pas attendre totalement du top management. Qu'en pensez-vous ? Je suis sur la même longueur que toi, hein, Marc.
Il y a effectivement pas mal de points que vous avez évoqués, mais à un moment donné, il faut se poser la question sur le comment. Comment valoriser une démarche qualité en fait, au sein d'un laboratoire. Et quand je regarde ce qui se passe dans les évaluations, ne serait-ce que pour la recherche, je reviens sur l'aspect recherche, on peut parler aussi autant pour la formation, il y a en fait peut-être 1, 2, 3, peut-être plus de personnes qui vont s'investir sur la mise en place d'un système de management. Il ne faut pas oublier que la qualité, c'est d'abord des outils de management, et que finalement, quand on regarde les évaluations qui sont effectuées, on n'a pas en fait une si bonne reconnaissance du travail accompli par ces personnes-là. Et je trouve que c'est dommage. Donc, comment impliquer les personnes, motiver les personnes à continuer en fait leur chemin en ce qui concerne la mise en place de la démarche qualité. Donc, il faut à un moment donné se poser la question, c'est comment valoriser les personnes et comment impliquer davantage de personnes, finalement, à participer à cette démarche qualité qui est bonne d'un point de vue, en fait, collectif. C'est vraiment une bonne question qu'on peut se poser. Madame Grévez. Je crois que les deux positions ne sont pas du tout exclusives, mais complémentaires. Et c'est l'histoire qui nous le montre un petit peu sur, en tout cas, l'expérience de nos réseaux. Il y a 20 ans, un groupe de personnes, un petit peu des warriors de la qualité, peut-être des illuminés aux yeux de certains, ont décidé, je n'en faisais pas partie malheureusement, il y en a ici, donc ont décidé, parce qu'ils y croyaient très fort, de faire la promotion de la qualité. Donc ils se sont effectivement constitués en réseau. Ensuite, ils ont acquis un statut. Parmi eux, il y avait quand même des décideurs, des responsables. Et donc, le fait de se constituer en réseau en mélangeant à la fois quelques responsables, je pense une minorité, mais il y en avait, et des personnes opérationnelles de tous les métiers qui y croyaient, a fait que la compétence est montée, a fait que la crédibilité de ces démarches est montée, que ça a diffusé, sensibilisé, que d'autres réseaux se sont formés et qu'une vraie dynamique nationale et francophone s'est créée à travers tous ces réseaux-là, pas seulement un seul réseau, mais plein de réseaux. Et donc, les deux démarches ne s'excluent pas et les deux démarches se rencontrent dans le partage. Et ça, c'est la source de crédit, en fait, de ces démarches-là quand on les débute. Parce que quand ça prend une certaine ampleur et que tout ça est diffusé, est un petit peu médiatisé, eh bien ça vient légitimer tout ce qu'on fait, le discours qui est porté. Donc ça a une réelle importance de justement se faire se croiser ces deux points de vue qui tous les deux sont bons, utiles et nécessaires. Et si on rajoute les préoccupations environnementales, qui sont dans les E de métrique, tout de même de façon extrêmement importante, qu'est-ce que ça devient? Est-ce que c'est des domaines spécifiques? Est-ce que ça s'acclimate au système qualité habituel? Qu'en pensez-vous? J'en pense que je trouve qu'effectivement, en ce qui concerne la recherche, la qualité, c'est pas que de la métrologie, loin de là. Enfin, je dirais même d'ailleurs que si on prend vraiment la mesure en elle-même, c'est un petit problème, mais le chercheur souvent est tout à fait capable, sans protocole très, très complexe, d'estimer à peu près la qualité de ses données. Par contre, la qualité, c'est aussi, en prenant un peu de recul, c'est tous les protocoles qu'il va mettre en place pour aboutir à un résultat. Donc, concevoir correctement un protocole, c'est pas si évident que ça. Quand on review des papiers, on se dit que franchement, il y a énormément de travail à faire là-dessus, parce que souvent les manips entre guillemets ne tiennent pas vraiment debout. Et puis si on élargit encore un petit peu plus, on va rejoindre la qualité. C'est aussi c'est l'insertion sociétale de la recherche, c'est la valorisation de la capitalisation des données, leur transmission à la société. Si ça c'est pas fait correctement, la recherche n'est pas de bonne qualité, quoi. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai à dire, c'est que pour nous le problème de la métrologie, je sais pas, la mesure, je sais pas, c'est quand même seulement un des aspects du souci. Et par rapport à ça, du coup j'enchaîne, je connais le milieu de la recherche, j'y suis.
vouloir faire passer ce genre de suggestions à des chercheurs, leur expliquant qu'il serait bien d'organiser telle et telle étape du processus, je pense que ça va être très difficile parce que je les connais, hein, ce sont des gens farouchement indépendants qui n'aiment pas du tout l'ingérence et le jour où on va vouloir leur apprendre, on va leur suggérer des techniques de management, on va avoir quelques petits soucis de communication. Oui, attention à ne pas limiter la mesure à l'obtention des données et à leur validation. Je crois que tout ce qui concerne les protocoles de mise en œuvre, les méthodes de mesure fait partie de ces aspects. Donc je crois qu'il faut les intégrer dans cette dimension mesure métrologie avec le contrôle, la validation des méthodes et autres. Non, mais là vous avez, me semble-t-il, tout à fait raison de souligner l'importance de ces éléments. C'est à propos des thèmes et finalement de la responsabilité globale du chercheur ou de l'ensemble de la recherche. Est-ce que ce n'est pas justement dans la définition de la stratégie, dans l'évaluation des risques correspondants que doit porter l'effort principal en matière d'organisation qualité pour la recherche? Madame Grévès, vous voulez le micro, vous l'avez? Je voudrais pas... Non, mais passez-le si vous voulez, quelqu'un d'autre. Mais... Voilà, je pense que les temps changent. Alors c'est vrai que la qualité a été un peu handicapée aussi à ses débuts par les notions exclusivement d'assurance qualité où il s'agissait de tout décrire et de faire de la procédure. Moi, je suis chercheur au départ. Donc dans ce contexte-là, en tant que chercheur, moi j'y avais trouvé mon avantage. Le jour où il a fallu publier, le jour où il a fallu déposer un brevet, ça c'est très facile à expliquer. Le chercheur il comprend ça tout de suite. Et de toute façon, ça fait partie de son métier de recherche, d'assurer la traçabilité, etc. Donc sur ces aspects-là, c'est facile. Sur les aspects aller au-delà de l'organisation purement, de la production scientifique, effectivement, certains vont être réfractaires. Et donc on a un petit peu cet héritage-là, de cette qualité-là, qui voulait tout écrire, et donc la valeur ajoutée et le retour sur investissement d'écrire au-delà de ce qui est de mon cahier de laboratoire, mes fichiers de données et mes publications, etc. Mais c'est pas facile à appréhender. Maintenant, si effectivement on dit que la qualité est là pour insérer, comme vous l'avez dit, la recherche au sein de la société, si on dit qu'elle est là pour aider le chercheur à réassurer son intégrité, c'est-à-dire que son intégrité, sa déontologie, ses publications, à l'ère de l'open data où toutes les données vont être, ou du moins un certain nombre de données vont être de plus en plus disponibles, donc interrogeables, donc opposable. Quand on va dire aux chercheurs que la qualité va travailler dans le sens de faire ça, c'est-à-dire le réassurer dans son travail, et puis aussi dans le contexte de la diminution des moyens, où il va falloir faire toujours plus de choses avec des enjeux de plus en plus énormes, avec une redevabilité, une transparence par rapport à la société exigée qui va être de plus en plus importante. Voilà, il y a un vrai changement de discours à avoir, et pas que de discours, il y a un vrai changement de chantier à avoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut se demander, nous en tant que qualiticiens, de quoi le chercheur a besoin. Et aujourd'hui, il a besoin de savoir que faire avec ces données, où les stocker, comment les diffuser, qu'est-ce qui risque à utiliser tel média de diffusion, comment s'assurer que mes données, comment exprimer l'incertitude sur mes données, etc., pour être sûr de ne pas devoir rendre compte plus tard avec des problèmes d'intégrité et de déontologie. Voilà, c'est toutes ces questions-là qui changent, le monde change, et les chercheurs, je pense, sont sensibles à un certain nombre de points et subissent énormément de pression, chercheurs et enseignants du reste. Donc voilà, c'est une autre qualité que celle qui a été proposée il y a 20 ou 30 ans, où effectivement le retour sur investissement n'était pas toujours tout de suite perceptible. Des questions, des commentaires dans la salle sur ces thèmes? Monsieur Bassaoui. Ah, il faut lui donner un micro, sinon on ne l'entendra pas. Merci Marc Ambert. Donc, je suis professeur Bassaoui à l'Université Qadariya de Marrakech. Je suis aussi le coordonnateur des masters métrologie et qualité. Donc, je voulais justement peut-être apporter des précisions sur des éléments d'information de plus par rapport à la première question qui a été posée. Mais déjà, je continue sur la dernière question de Marc sur les aspects des risques. Ça veut dire, si on se met dans un contexte comme le nôtre au Maroc,
Et on est en train, effectivement, de restructurer tous les aspects, tous les processus de l'enseignement supérieur, l'aspect de la formation, l'aspect de la recherche, la restructuration des laboratoires. Et il est temps, justement, de se poser des questions pour qu'on puisse capitaliser sur les bonnes pratiques des autres. Ça, c'est très important. Ça veut dire qu'on n'a pas des modèles à copier-coller, mais ça veut dire qu'on doit développer un modèle qui s'adapte à notre contexte, mais on doit plus ou moins éviter, entre guillemets, les erreurs des autres. Et un des éléments clés, justement, c'était les questions de restructuration, tout en tenant compte de qu'est-ce qu'apporte la qualité, justement, pour le chercheur. Il faut composer ça avec déjà des chercheurs qui peuvent s'opposer, justement, au changement. Ça, c'est un élément clé sur lequel il faut bien capitaliser. Il faut aussi se poser la question sur le devenir des résultats de la recherche, mais aussi sur tout ce qui est responsabilité sociétale. Ça veut dire que lorsqu'on concentre l'effort d'un chercheur pour avoir un produit qui sera breveté ou qui se sera publié, mais il y a énormément de produits secondaires qu'on produit et qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on se pose la question de ces produits-là, comment les stocker? Parce que ça peut devenir aussi un petit peu des éléments polluants, des choses comme ça. Il y a un autre élément aussi pour les chercheurs, il ne faut pas les amener dans un premier temps avec des formalités et des structures qui sont très lourdes. Et donc, ça freine un petit peu de sa curiosité, de sa créativité, parce que ça, c'est un élément capital des chercheurs. Et donc, moi, je pense qu'au niveau du Maroc, déjà, on est en train de structurer. On commence à avoir des financements pour les laboratoires de recherche qu'on n'avait pas il y a 15 ans, 20 ans. Il fallait aussi amener ces chercheurs-là, se poser la question. Il fallait se structurer davantage. Il fallait déjà, au niveau des équipes, se poser toutes les questions de pouvoir avoir une traçabilité des données, de la donnée brute jusqu'à la publication, parce que c'est très important pour les clients ou les destinataires de cette recherche. Donc c'est un petit peu une sorte de collaboration que vous allez développer. Vous allez être plus visible pour avoir plus de financement de l'interne que de l'externe. Il faut aussi aider beaucoup plus tous les intervenants à pouvoir gérer tous les déchets, tous les rejets que vous avez aussi au niveau des produits que vous allez produire dans un laboratoire, parce qu'on ne peut pas tolérer jusqu'à maintenant de mettre les solvants dans un petit peu les leviers, des produits secondaires stockés dans un congélateur, mais on ne sait jamais qu'est-ce que le devenir de ces composés-là, mais aussi le bien-être des chercheurs. C'est un élément clé à mon avis. Tout ça peut amener les gens, ou les chercheurs, entre guillemets, surtout les jeunes, à tenir justement des bonnes pratiques de laboratoire, à pouvoir améliorer ces processus pour qu'on puisse dire un jour qu'on est vraiment dans un système qualité qui aide beaucoup plus le chercheur pour développer sa créativité et les aspects d'innovation, mais sans que ce soit vraiment un petit peu des gens qui travaillent à leur manière d'un côté ou de l'autre. Ça veut dire qu'on ne sait même pas l'étudiant de quoi est-ce qu'il a obtenu les données, comment est-ce qu'il les a traitées, comment est-ce qu'il les a transformées, et on arrive à un plagiat par la fin ou à des fraudes. Comme ça devient un petit peu difficile pour l'image de l'entreprise. Il y a un autre élément sur lequel les collègues tout à l'heure ont intervenu, et on est un petit peu conscient de ça depuis un certain temps à l'université, c'est la sensibilisation à la métrologie et à la qualité, justement au niveau des étudiants dans tous les cursus. Alors, est-ce qu'on doit introduire ces modules au niveau d'IUT, comme a dit Mme Benazzi? Oui, on le peut très bien, mais à mon avis, on reste sur l'idée qu'on développe des niveaux de compétences, sensibilisation avancée, ainsi de suite, et l'étudiant, de toute façon, avant d'entamer un cycle de formation, il doit au moins avoir comme un certificat ou déjà validé comme niveau 1 de sensibilisation. On ne peut pas aujourd'hui avoir des étudiants en doctorat qui ne sont pas sensibilisés à cette partie de la métrologie, parce que c'est très important, parce que c'est la mesure derrière, c'est les procédures derrière. Donc il fallait aider les établissements, justement, dans cette réforme, à avoir des modules de compétences transversales en métrologie qualité. Il faut les insérer, mais il faut ça devient à un moment donné une certaine obligation ou un certain critère pour pouvoir accéder à un niveau de chercheur au niveau des laboratoires. Merci. Juste pour provoquer un petit peu, quoi. Donc, on sait que l'innovation, c'est un petit peu le rêve d'un chercheur, et principalement l'innovation de rupture. Et il y en a qui disent que l'innovation de rupture ne doit pas avoir de cadre. Est-ce que le management de qualité est un cadre qui peut nuire effectivement à cette... D'autant plus que dans le management de qualité, il y a un chapitre sur l'amélioration continue, alors que l'innovation de rupture, c'est tout à fait le contraire, quoi. Donc, est-ce que cela ne gêne pas effectivement l'implantation d'un management de qualité, ou faut-il penser deux périmètres, un périmètre idéation et un périmètre procédural?
sur la méthodologie de travail. Les uns et les autres, qu'en pensez-vous? Si je me permets, quelques secondes. Quand on parle de qualité, on parle d'amélioration continue, mais il ne faut pas oublier au fait qu'on parle de dynamique d'amélioration. Et donc, ça ne fige pas en fait une organisation. Au contraire, on veut essayer de maintenir les compétences et donc s'améliorer en fonction du temps, en fonction des indicateurs en fait, qui sont relevés. Et donc, par rapport à des cibles, et comme disait Marc, il faut qu'il y ait des objectifs qui soient bien fixés au départ. Je rebondis en même temps sur ce qu'a dit ma collègue Cathy. Donc, il y a un besoin important dans les laboratoires concernant le maintien des compétences. C'est vrai qu'on se pose la question, quand un doctorant en fait, part du laboratoire, ce que les activités de recherche deviennent. Et parfois, donc, on n'a pas tout le temps des financements pour assurer une continuité. Et donc, cette notion de système de management de la qualité permet le maintien dans le temps et donc garder cette dynamique et donc se poser les bonnes questions en termes de partage, d'archivage, de capitalisation. Ne serait-ce que cela, c'est déjà gagné. Donc ça permettrait à un doctorant, à un moment donné, de reprendre le travail qui a été fait par un précédent doctorant et finalement, sur certaines activités qui ont une forte valeur ajoutée, c'est extrêmement important en termes de valorisation. Je peux réagir? Merci. Donc moi, je suis Gilles Calchera du CIRAD, je suis ingénieur métrologue et donc j'accompagne un peu les unités de recherche de mon organisme à déployer un petit peu cette métrologie, et également les partenaires sud à travers des projets comme Projet Africaine. Donc je vais vous faire un petit retour d'expérience. J'adhère complètement avec l'analyse qui a été faite de dire qu'en recherche, on pêche un peu. Alors je vous rassure tout de suite, vous n'avez pas à rougir au Maroc de la situation, puisque en France, on est également dans cette situation où certains laboratoires, même reconnus, n'ont pas les méthodes classiques, solides de détermination, d'évaluation des incertitudes de mesure, et pourtant ils publient dans des revues à facteur d'impact sans difficulté, enfin jusqu'à présent en tout cas. Donc moi j'aurais plein d'anecdotes à vous donner sur des chercheurs qui publient dans Nature et qui n'ont pas du tout d'incertitude de mesure solide sur leurs hypothèses de recherche. C'est quasiment catastrophique. Donc, ce qui ne veut pas dire pour autant que ces chercheurs-là sont de mauvaise foi. Moi, je rencontre tous les jours des chercheurs qui pensent bien faire, qui essayent de faire de la répétition, qui essayent d'évaluer la fidélité de leurs mesures, mais qui souvent mélangent erreur et incertitude. Je pense que c'est quelque chose de fondamental. Madame Benazi l'a dit tout à l'heure, le problème de vocabulaire. Malheureusement, on est dans cette situation. Moi, tous les jours, j'essaye de convaincre des chercheurs, des ingénieurs, de les convaincre au principe, au concept de la métrologie pour fiabiliser leurs résultats. Et croyez-moi, ce n'est pas simple. Essayez de faire ressortir le besoin métrologique d'un chercheur dans un protocole de recherche, quand c'est implicite, ce n'est pas simple. Et c'est là que c'est intéressant, parce que dès lors qu'on arrive à les convaincre, et là je rejoins ce que disait Vincent, ce sont des gens un peu individuels, qui sont très, très spécifiques dans leur métier, etc. Mais dès lors qu'on arrive à les convaincre, ils prennent conscience de la situation, et à ce moment-là, ça devient vraiment des très bons avocats des aspects qualité et surtout des aspects métrologiques. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que le nerf de la guerre, pour moi, c'est la formation. C'est former nos jeunes sur ces concepts-là pour qu'ils diffusent dans les laboratoires, pour que les mentalités changent et que les gens se rendent compte que voilà, il y a des choses à faire pour fiabiliser. Ça, c'est le premier message. C'est pour ça qu'on intervient beaucoup au niveau de la formation professionnelle et qu'on essaye de coupler nos forces entre le CIRAD, qui est plus en proximité des organismes sud, et puis avec le CNAM, qui a une reconnaissance sur la formation professionnelle. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est cette bonne foi est directement reliée, à mon avis, avec la responsabilité sociétale des entreprises aujourd'hui, puisqu'on parle aujourd'hui d'intégrité scientifique, on parle de déontologie. Et je pense que dès lors que les gens seront convaincus qu'ils ont une marge de progrès
sur ces aspects de fiabilité de la mesure, de mieux caractériser la fiabilité qu'ils veulent, parce qu'on est toujours fiable par rapport à quelque chose, hein. Mais seulement il faut savoir ce quelque chose, c'est quoi, il faut l'avoir déterminé. Donc dès lors qu'on arrivera à mettre un cadre sur cette caractérisation de la fiabilité cherchée, voulue, je pense qu'on améliorera considérablement notre environnement de travail et qu'on arrivera à diffuser ce principe de déontologie et d'intégrité dans la science, quoi. Alors ça, c'était pour le constat. Et moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que, pour un message positif quand même, c'est qu'on est aujourd'hui réunis pour parler d'un réseau, un réseau des qualiticiens et des métrologues. On a eu la chance de voir aujourd'hui des superbes présentations de partenaires marocains. On les a vus ce matin, cet après-midi. Donc on est face à des gens convaincus déjà. Donc cette étape-là, je dirais, qui est une étape assez difficile, elle est faite. On est face à on a le CNAM présent, on a des projets qui ont des livrables intéressants, comme Kesamed, comme Africaine, avec des modules de formation qui ont été validés, avec une ingénierie pédagogique validée également. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre également du Maroc sur l'adaptabilité qu'on peut apporter dans chacun des pays membres partenaires de nos projets. Ça, c'est un retour d'expérience également dans l'appui à nos partenaires. Je pense que c'est vraiment satisfait la relation. On n'est pas dans les sachants qui viennent expliquer comment il faut faire pour évaluer les incertitudes. Je pense qu'il y a vraiment un échange à avoir entre personnes convaincues et je pense que ce réseau est une très bonne chose pour la suite et pour l'avenir avec tous les livrables qu'on va avoir à travers ces projets européens. Merci. Merci. Bon, on dégage quand même quelques pistes, hein. Je voudrais vous rassurer sur l'innovation de rupture. Je pense quand même que les entreprises, les grands groupes les plus innovants sont ceux qui sans doute ont les systèmes de management intégrés les plus efficients et les plus efficaces. Donc je crois qu'il s'agit de faire en sorte qu'on ait une libération des talents et qu'ils trouvent à s'exercer dans une stratégie qui est affirmée de favoriser, le cas échéant, l'innovation. Si j'essaie de synthétiser un aspect fort sur la formation, que ce soit la formation professionnelle du chercheur pour son exemplarité, l'initiation dès les premiers cursus un peu scientifiques et techniques de l'enseignement supérieur, mais même au-delà, notamment dans les écoles doctorales, sur finalement tout ce qui concerne, entre guillemets, la qualité de la mesure, mais mesures intégrant les méthodes, les choix des protocoles et autres. Un aspect institutionnel important pour convaincre qu'il est nécessaire de combiner certes le bottom-up mais aussi le top-down dans une façon de déterminer avec une démarche active la mise en place de véritables, je dirais, examens ou évaluations de la mise en place de systèmes de management qualité dans les laboratoires et dans les organismes d'enseignement supérieur et pas seulement regarder les produits et le contrôle du résultat final. Et troisième aspect qui a été évoqué, une analyse claire de qu'est-ce qu'apporte la qualité pour le chercheur et pour la recherche. Qu'est-ce qu'elle apporte? De façon individuelle d'abord, on a rappelé l'individualisme de certaines démarches et l'importance correspondante de cultiver auprès des chercheurs individuels ces valeurs qu'ils possèdent d'intégrité et d'utilité sur la recherche, mais de façon collective aussi, en particulier sur l'utilité sociale du monde de la recherche, sa responsabilité en termes de groupe vis-à-vis du tissu sociétal dont tout de même il consomme un certain nombre de moyens qui sont évalués de façon régulière à des niveaux toujours jugés insuffisants mais non négligeables dès à présent, et les responsabilités qu'il porte en particulier en matière environnementale pour le progrès, le développement durable et la mise en place d'un progrès, comme je le disais, raisonné, choisi et partagé. Voilà un peu les pistes que vous souhaitiez que nous dégagions quelques pistes. En voici quelques-unes pour l'avenir de ce réseau. Vous m'avez fixé un objectif de délai d'à peu près 17h45. Il est 17h45. Je voudrais remercier tous les participants à cette table ronde, la présidente Cathy, Madame Benazi, tous mes chers collègues. C'est un truc, j'avais promis que je dirais ces mots-là de cette façon-là, c'est uniquement cela, c'est ceci. Et tous nos chers collègues d'avoir travaillé à cela. Eh bien, je rends la parole à l'organisateur de cette journée, le professeur El Mahmoudi, en le remerciant de son accueil. Merci.
Merci beaucoup.